Messieurs, dames, vous m'entendez? Nous allons démarrer imminemment. Bienvenue au canal de la Banque mondiale sur la perturbation du développement. Je vais être modérateur pour cette séance. Nous avons avec nous Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous encourage, vous qui êtes présents ici et ceux qui nous suivent sur Internet, de contribuer à travers des commentaires et des questions, soit sur la plateforme Internet de la Banque mondiale ou via Twitter. Hashtag DigitalDev pour développement. Avant de commencer, j'aimerais que vous leviez la main. Combien d'entre vous dans la salle utilisent une plateforme de médias sociaux? Soyez honnête, pratiquement tout le monde en fait. Je vais vous donner des statistiques pour vous montrer à quel point notre vie aujourd'hui dépend de l'économie digitale. Plus d'un cinquième de la population mondiale est aujourd'hui connectée à une plateforme sociale ou à une autre. En 2016, l'économie numérique globale était arrivée à 11,5 trillions de dollars, soit plus de 15% du PIB mondial. Et dans moins d'une décennie, on va passer à 25%. Mais cet avenir dont je parle a des répercussions et des ramifications sur le genre de travail que pourront prendre nos enfants, sur l'accès à l'emploi dans plusieurs industries comme l'industrie digitale. Cela n'est pas garanti par rapport à nous tous. Près de 4 milliards de personnes de par le monde. 4 milliards, pensez-y. J'essaie d'expliquer à quel point les médias sociaux sont importants. 4 milliards n'ont toujours pas accès à Internet. Donc, comment utiliser les plateformes pour capaciter, renforcer le rôle des plus défavorisés sur le plan social, tout en tenant compte des droits divers, en particulier la prévôté, la sécurité des personnes qui les utilisent. Nous allons avoir deux parties dans notre séance. D'abord, une discussion à haut niveau entre le président de la Banque mondiale et Jack Ma d'Alibaba, et avec des experts de partout dans le monde lors de la deuxième partie. Je vais vous présenter tout à l'heure les orateurs, mais je vais vous prier de prendre vos sièges, de vous préparer pour le programme, d'éteindre vos portables, et je suis convaincue que cela va être vraiment passionnant. Messieurs, mesdames, souhaitez la bienvenue à deux personnes qui n'ont pas besoin d'être présentées, le président de la Banque mondiale Jim Kim et Jack Ma d'Alibaba.
Je crois, Jack, qu'ils ne sont pas là pour moi. Non, non, tout le monde est là pour toi. Non, je vous remercie d'être là. Je vous remercie à tous. Et je suis convaincue que nous allons avoir une discussion particulièrement intéressante pour plus d'une raison. C'est la raison pour laquelle je parle beaucoup, beaucoup de Jack. Nous nous sommes rencontrés il y a quelques 6 ans. Au tout début, Alibaba était déjà une compagnie très grande, mais pas gigantesque, comme l'est le cas ici, avec un accès aux ménages partout dans le monde. Puis, j'ai commencé à demander à mon équipe si le modèle Alibaba est le modèle adéquat pour le développement global. Est-ce que nous sommes en train de faire les choses correctement? Donc, on se demandait s'il était valable à la banque d'investir dans les poteaux téléphones en Inde. Heureusement, on ne l'a pas fait. Mais est-ce que nous sommes en train de faire quelque chose d'équivalent, quelque chose de différent? Est-ce que nous avons dans notre portefeuille des éléments qui ne vont pas être utiles dans l'avenir? J'ai vu l'excellent travail, énorme d'ailleurs, que vous avez fait dans la démocratisation de l'accès au capital, le marketing, les contrats de vente, la comptabilité même. La dernière fois, vous m'avez dit que là, il est possible de faire sa comptabilité en ligne. Nous avons 7 pays en Afrique. Est-ce que l'on peut faire en sorte d'avoir un accès immédiat au cash comme avec Alibaba en Asie, dans d'autres régions, parce que nous sommes inquiets. On ne sait pas si les modèles anciens agriculture, industrie lourde est toujours aujourd'hui valable. Merci. Absolument. L'Internet est conçu pour les pays en voie de développement. Il y a 19 ans, lorsque j'ai démarré Alibaba, je crois qu'on avait dit qu'il faut tenter d'aider les petites sociétés. Alors, US e-commerce se charge sur les grandes compagnies et également au niveau du Trésor sur la réduction des coûts pour les sociétés. À mon avis, il faut aider les PME, les petites et moyennes entreprises, à se faire des bénéfices sur Internet. On n'est pas obligé de leur dire comment réduire les coûts quand on parle de grandes sociétés, mais aider les petites entreprises. Nous avons trouvé qu'en Chine, il n'y a pas de connexion Internet, de paiement, de logistique disponible. Cela rend les choses difficiles pour les PME. Et donc, s'il n'y a pas d'infrastructure pour les marchés, il faut aider les petites entreprises à avoir accès au marché. Une petite entreprise, normalement, ne vend que dans sa propre ville, dans la ville où elle est localisée. Mais comment passer à d'autres clients dans d'autres villes, dans d'autres pays? Et deuxièmement, comment aider les PME à avoir recours à Internet pour accéder à l'argent? Comment est-ce qu'on peut aider les PME à avoir des facilités logistiques pour livrer la marchandise plus rapidement? Comment peut-on les aider au niveau de la formation aussi? Donc nous réfléchissons à chaque coup. Comment utiliser l'Internet pour aider les petites entreprises? Parfois, on nous dit non, ça, ce n'est pas faisable et ça non plus. Cela finit par nous faire perdre des opportunités. Moi, une petite entreprise, s'il n'y a pas de logistique, il faut les créer. S'il n'y a pas de système financier, il faut en créer. Mais on ne va pas réussir en un an. Il nous faut 10 ans. Alibaba est passé à cette envergure parce que nous avons mis 19 ans à construire Alibaba et on n'a jamais oublié qu'en fait, nous fournissions des services aux petites entreprises, aux femmes, à d'autres catégories pour leur permettre d'accéder au marché. Nous croyons que c'est important. Jim, lorsque j'ai commencé à démarrer mon travail, j'avais des collègues dans mon appartement, 17. Et on s'est dit, on n'a pas l'argent, on n'a pas la technologie, on n'a pas de ressources, on n'a pas de relations. Si Jack Ma et vous avec nous peuvent réussir, 70% des habitants de la planète le peuvent. Donc il faut convaincre tout le monde que si on a une vision, si on croit en l'avenir, si on travaille ardument, jour après jour, on va évoluer, se développer. Et cela devrait s'appliquer aux pays en voie de développement en Afrique. C'est là où est l'opportunité. Croire en l'avenir et travailler jour et nuit.
Tu m'as dit qu'il y a également des choses qui existent, comme une grille électrique, comme les routes, l'accès à Internet. Vous en profitez, mais vous bâtissez autre chose. Par exemple, des fermiers en ville pour éviter l'exode rural, vous les aidez à se développer au sein de leur village pour pouvoir distribuer, etc. Donc, vous avez créé une série de compagnies. Donc, quels sont les éléments qu'il faut avoir au départ pour pouvoir créer une entreprise comme celle d'Alibaba? Quelle est la plateforme qui doit être déjà existante? Je crois qu'il y a trois choses à cet égard sur lesquelles il faut se focaliser. D'abord, le gouvernement, il faut essayer de convaincre tous les gouvernements. Et je visite beaucoup de pays, notamment les pays en voie de développement. Parce qu'en Europe, aux États-Unis, on n'a même pas vraiment. En Europe, on adore parler de réglementation et de crainte. Ça ne va pas réussir. Qu'est-ce qu'on va faire? Aux États-Unis, ils ont leur propre système. Mais les pays en voie de développement adorent le changement, doivent adopter le changement. Et si cela est possible en Chine, j'ai visité des pays en Afrique. Et les gens disent on n'a pas ceci, on n'a pas ça, ça ne se fait pas, etc. Nous ne sommes pas la Chine. C'est ce que j'ai entendu en Chine durant les 19 dernières années. Personne n'a cru qu'on allait pouvoir réussir. Donc, si on n'est pas convaincu de parvenir au succès en 10 ans, on ne va pas évoluer. Donc, il ne faut pas abandonner. Il faut attendre 10 ans. Et c'est alors que nous avons une chance. Donc d'abord, il faut se diriger vers les gouvernements, leur parler de l'importance des infrastructures et d'Internet. Il y a 20 ans, par exemple, si nous avons un pays où on n'a pas d'électricité, on dit à cet égard que c'est un pays qui n'a pas d'avenir. Aujourd'hui, on le dit d'une compagnie qui n'a pas d'accès Internet, parce que cela interdit aux citoyens d'avoir accès à l'information et d'être compétitif. Mais ne ne vous concentrez pas forcément sur la rapidité de la connexion. Il y a 19 ans, lorsque j'ai étudié des affaires en matière d'Internet, il me faisait 3h30 pour télécharger une demi-photo. Aujourd'hui, la plupart des pays ont la téléphonie mobile. À mon époque, il n'y avait pas de portable. Aujourd'hui, même dans les pays en voie de développement, pratiquement beaucoup de citoyens ont le portable qui est aujourd'hui beaucoup plus efficace qu'avant. Deuxièmement, il faut également encourager les sociétés, les entreprises. Ce n'est pas uniquement le gouvernement qui crée un environnement propice, ce sont les entrepreneurs parce qu'ils ont les idées et qu'ils ont les rêves. Donc il faut les aider, il faut les capaciter. Et troisièmement, bien sûr, il y a l'éducation. Pourquoi est-ce que j'ai dit que l'Internet est absolument important pour les pays en voie de développement? Je le sais, c'est inclusif. Il faut, lorsque l'électricité a été inventée, créée, elle n'est arrivée au Kenya que 60 ans plus tard. Donc, avec la première révolution technologique, tout n'est pas fait. Il faut attendre très longtemps pour qu'elle se propage aux pays en voie de développement. Aujourd'hui, tous les 2 ou 3 ans, ou en quelques années, les téléphones portables et Internet sont présents dans tous les pays. On croyait par le passé que les cartes de crédit, tout ce qui est positif, est destiné aux plus riches, aux sociétés. Mais aujourd'hui, Internet est tellement peu coûteux, la téléphonie mobile aujourd'hui, que c'est devenu accessible à tout le monde. Plus de 800 millions de personnes en Inde ont un téléphone portable. C'est une révolution. Et c'est là un outil qui peut fournir aux pays en voie de développement un résultat positif. Jack, on va te prendre au mot. Ce que nous avons essayé de faire également, si nous attendons jusqu'à ce que la grille soit construite en Chine, cela va prendre du temps. Donc on se concentre par exemple sur d'autres formes d'énergie, les batteries qui peuvent changer beaucoup de choses. Mais tu n'as pas parlé des réseaux routiers. Par exemple, pour livrer, il faut avoir des routes. Est-ce que c'est sur ta liste? Bien sûr, il y a l'équipement
et son infrastructure, le logiciel et son infrastructure, Internet. Donc d'abord, on a les routes, Internet, transport. Et puis, au niveau de l'infrastructure du logiciel, si l'on peut dire, on a l'entrepreneuriat, l'éducation, le gouvernement qui est passé à l'ère électronique, gouvernement. Parce que si le gouvernement n'est pas passé à l'électronique, il ne sera pas suffisamment intelligent. Et si le gouvernement est électronique, il devient transparent. La corruption va disparaître. Tout va être ouvert à tout le monde. Donc c'est à ce niveau que j'insiste. Bien sûr, les routes, c'est important. Même si on est riche, on a besoin d'une route. Tu as dit deux choses, Jack. Ça me rappelle ce que Bill Gates a dit. Tout le monde surestime ce qu'on peut faire en un an et sous-estime ce qu'on peut faire en 10 ans. Tu as dit pratiquement la même chose. Et donc, à cet égard, que veut dire être un bon entrepreneur? Tu parles de petites entreprises qui démarrent et puis travailler ardument. Et par exemple, je t'ai posé une réunion. Tu as créé pratiquement une journée de vacances, comme Makar avec la fête des mères. Et là, il faut passer à l'échelle de manière agressive pour pouvoir canaliser tout ce trafic. Et après, nous avons toujours un excès de capacité. Donc, comment est-ce que cela peut s'intégrer avec la mentalité entrepreneuriale? Tu fais des choses que je n'ai vu personne faire par le passé. Comment cela peut se traduire? Je sais que tu enseignes aussi beaucoup de choses aux entrepreneurs. Qu'est-ce que tu leur apprends? L'entrepreneur doit d'abord avoir ses convictions. Lorsqu'on a des convictions, on n'a peur de rien. Sinon, on va dire, X a dit, il faut faire ceci pour arriver à cela. Non, il faut avoir vos convictions. Moi, je suis convaincue et je vais là où je veux. Je vais à Wall Street. Et là, je parle également de l'importance du client d'abord. Les actionnaires viennent après. Et l'actionnaire, par exemple, numéro 3, dit, moi, si j'ai des parts, je ne vais pas aller les vendre. Et je ne suis pas d'accord. Le client, en fait, est celui qui doit être heureux, qui doit avoir des bénéfices. Et à ce moment-là, les actionnaires, à leur tour, seront heureux. Donc, les convictions d'abord. Ensuite, avoir une bonne équipe. D'abord, le quotient intellectuel, c'est très important. Et le quotient électronique est quelque chose de nouveau également. Si vous voulez réussir, il faut avoir un quotient électronique. Lorsque ce quotient est élevé, les gens sont ravis de travailler avec vous. Mais si par exemple votre quotient électronique est désastreux, vous allez perdre, vous êtes stupide apparemment. Donc vous n'allez pas réussir en travaillant ensemble. Parce que personne, ou alors beaucoup de personnes, réussissent, mais personne ne réussit s'il a des lacunes de ce genre. Moi, j'ai été professeur pendant les dernières années. Bien sûr, je commets des erreurs, je les corrige, j'apprends, etc. Mon QI n'est pas comparable à celui de mes collègues, beaucoup plus intelligents. Et finalement, le quotient intellectuel peut vous faire perdre du terrain lentement, mais le quotient cybernétique ou électronique permet d'aller encore plus loin. Et il faut avoir surtout le quotient émotionnel, ou de l'affect, de l'amour, devrais-je dire. Ce sont ces trois quotients qui sont particulièrement importants. Le quotient de l'humanité, de la compassion, travailler avec les autres, s'occuper des autres, soigner des autres, et bien évidemment le quotient de la coopération, de la collaboration. Et avec un certain temps, les choses commencent à se concrétiser. Un peu plus tôt, vous m'avez dit que les plus grands soldats, en fait, ont très peur. Les entrepreneurs n'ont jamais peur. Qu'est-ce que vous entendez par là, par cela? Voyez-vous, les entrepreneurs n'ont jamais peur, n'ont jamais de crainte. Les généraux, c'est pareil. Les soldats, peut-être, oui, ont peur. Mais l'activité commerciale, là, il ne s'agit pas de tuer.
Et d'ailleurs, la concurrence est une partie ludique de toute activité commerciale. En tant qu'entrepreneur, on ne va pas pleurnicher, on va faire pleurer les concurrents. Et ceux qui rivalisent avec nous, c'est notre sagesse, cela. Si vous essayez de tuer toute la concurrence, vous êtes tout simplement un tueur professionnel, un tueur à gages, et vous n'êtes pas vraiment un entrepreneur. Et en fait, vous commencez à améliorer la situation lorsque vous posez la question de savoir comment améliorer la situation des citoyens grâce à la concurrence, grâce à la compétitivité. Beaucoup de gens ont des craintes, beaucoup de gens ont peur. Je disais cela au directeur général de l'OMC. Lorsque vous avez 200 ministres dans une grande salle qui essayent de se mettre d'accord sur quelque chose, c'est quelque chose de quasi impossible. Mais lorsque vous réunissez quelques 200 entrepreneurs, 200 PDG dans une même salle, eh bien, ils peuvent organiser quelque chose et créer quelque chose. Parce qu'ils n'ont pas peur de le faire. Alors, comment est-ce que l'on peut acquérir cette espèce de courage, de témérité et ne pas avoir peur, parce que vous avez parlé d'avoir essayé de travailler chez Kentucky Fried Chicken et vous aviez soumis votre candidature et vous avez été rejeté. Pareil à Harvard, vous avez été rejeté à plusieurs reprises. Alors ces expériences-là, toutes décourageantes tout de même, comment est-ce que vous en avez tiré des enseignements et comment elles vous ont permis de devenir entrepreneur justement? Ce sont de vraies histoires, c'est la vérité. C'est vrai que je me suis porté candidat pour de nombreux postes et de nombreux emplois et puis finalement un jour, bon, j'avais été rejeté souvent, je me suis dit, il va falloir que je fasse ça moi-même. Mais donc, on commence à prendre l'habitude, à avoir l'habitude d'être rejeté. Mais en fait, les personnes vous aident, et en fait, lorsque les personnes vous aident, ceci est inhabituel. Pourquoi est-ce qu'une autre personne, de toute manière, doit vous aider? Ceux qui ne vous aident pas, en fait, vous êtes habitué à vivre dans un monde où on ne vous aide pas. En tant qu'entrepreneur, vous avez l'habitude d'être rejeté, finalement. Parce que, bon, vous allez faire du porte-à-porte, vos commerciaux vont faire du porte-à-porte. Vous allez peut-être aller voir 10 clients. Ils vont tous vous dire non au départ. Et vous devez revenir. Mais si vous avez pu vendre, alors vous n'êtes pas trop insatisfait, mais si vous avez vendu à un client, eh bien vous êtes vraiment tellement heureux que vous dansez. Et lorsque j'ai lancé mon activité, personne ne voulait me rejoindre. Personne ne voulait travailler chez moi. On n'avait jamais entendu parler de cette société. Internet, il n'y avait même pas... Lorsqu'on avait l'Internet... Personne n'avait vraiment d'idée de ce que c'était. Et Alibaba, c'est un nom tellement étrange. Mais bon, pourquoi est-ce que je vais essayer de me porter candidat pour un emploi chez Alibaba? C'est quand même bizarre comme nom de société, cela. Et alors, donc, il faut toujours dire à sa famille, à ses enfants ou sa femme, etc., son épouse, lorsque je rejoins cette entreprise, cette société, eh bien, je vous promets que personne ne va vous punir, personne ne va essayer de vous mettre à mal, de vous critiquer. Je peux vous promettre que dans n'importe quelle société, dans n'importe quelle entreprise, en fait, il n'y aura jamais une activité criminelle, quelle qu'elle soit, perpétrée contre la société. Même si on a la vie dure, et je ne peux pas vous promettre que vous allez être riche ou réussir partout, mais si vous travaillez dur, si vous abattez beaucoup de travail, vous y arriverez. Vous arriverez à quelque chose. Et je puis vous le dire d'ores et déjà maintenant, on a dans notre société plein de nouveaux employés chaque année, et si je leur dis, ce n'est pas Jack Ma qui vous donne une opportunité, qui vous donne un poste, qui vous donne un travail. C'est vous qui vous êtes créé votre propre opportunité et vous le faites pour d'autres. Et donc cela crée une espèce de cercle vertueux. On n'a pas pensé à faire des choses illicites. On n'a pas jamais voulu voler une idée de quelqu'un d'autre ou d'une autre entreprise. Donc qu'en pensez-vous? Jack, je crois que c'était l'été 2012, si je ne m'abuse. Je venais d'arriver, de reprendre le bâton à la Banque mondiale. Et vous m'aviez dit à l'époque que vous aviez 20 000 employés, mais 30 vrais convaincus, de véritables employés, vraiment intimement convaincus de vos objectifs. Et vous avez dit choisir les bons employés, vos ressources humaines, c'est la chose la plus importante. Comment vous avez sélectionné ces personnes? Est-ce que vous avez dû leur véhiculer un message? Est-ce que vous avez dû, comment dirais-je, de faire un lavage de cerveau? Je ne sais pas. Non. Il faut vraiment recruter les meilleurs. Mais les meilleurs dans votre société, en fait, vous devez les former pour qu'ils deviennent les meilleurs au départ. Ils ne le sont pas. Et moi, lorsque j'ai commencé, je faisais plein d'erreurs. Lorsque j'ai commencé à mobiliser des fonds pour mes grands projets, eh bien, au début, je faisais pas mal d'erreurs. Et lorsque j'ai mobilisé 5 millions de dollars, c'était la première fois que j'avais fait cela, et pour mobiliser autant d'argent, eh bien, l'un des vice-présidents que j'avais recruté du marketing est venu vers moi et m'a fourni une proposition et m'a dit
monsieur, voici notre plan de marketing de l'année prochaine. Et j'ai dit, ah ouais, tiens, 12 millions de dollars. Mais je n'ai jamais fait un plan d'activité de moins de 10 millions. Alors je me suis dit, bon, ce n'est pas de sa faute, c'est de ma faute à moi. Et on parle d'un Boeing 747. Et là, on n'a pas vraiment les moteurs qu'il faut. On n'a pas. Donc, les personnes que l'on choisit, il faut d'abord que vous trouviez des personnes qui sont optimistes. Si vous n'avez pas autour de vous des optimistes, eh bien, vous allez connaître pas mal de problèmes. Et puis, il faut déjà un quotient intellectuel important, bon, et aussi, encore plus important, un quotient électronique. Et moi, je déteste recruter des personnes qui viennent en tant qu'experts, qui se targuent d'être experts, parce qu'il n'y a pas d'experts quant à l'avenir. On ne peut pas être expert de l'avenir, du futur. Ils sont toujours des experts d'hier, du passé. Et qu'est-ce que ça veut dire alors? Et on ne veut pas que ces personnes vous rejoignent. Alors on me demande, Jack, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous souhaitez faire? J'ai horreur de ça. Moi, je veux rien faire. Moi, je veux savoir ce que vous pouvez faire pour moi. Voilà, tant d'argent, telle enveloppe. Voilà, c'est à vous de me dire. Mais il faut des personnes qui sont prêtes à apprendre, tirer des enseignements qui s'imposent et qui sont nécessaires pour construire le futur et recruter des personnes qui sont suffisamment futées, suffisamment intelligentes et fournir des cycles de formation encore et encore. Mais il faut leur laisser l'occasion de faire des erreurs aussi, donner l'occasion de faire des erreurs. Alors, lorsque vous avez réuni les Africains pour leur enseigner des notions de l'entrepreneuriat à une époque, oui, merci de me... Vous parlez de l'Afrique ici, merci de me dire, c'est 6 ans plus tard, l'année dernière j'ai été en Afrique pour la première fois, mais par le passé, en fait, bon, j'y avais été, je voyais la pauvreté, oh mon Dieu, c'était chaotique. Et, lorsque j'ai été en Afrique, en fait, finalement, parce que c'était des idées préconçues que j'avais, et en fait, j'étais sidéré, j'étais vraiment impressionné par toute cette jeunesse, par cette espèce de dynamisme. Et aujourd'hui, le monde est plein de peur. Dans quelque pays que ce soit que vous alliez, les gens ont peur. Mais en Afrique, non, vous ne voyez pas cela. Vous voyez des jeunes qui disent, oui, je veux changer le monde, je veux agir, je veux faire quelque chose. Ils sont dynamiques, ils ont beaucoup d'énergie et ils veulent vraiment agir, sans crainte. Mais lorsqu'on me demande qu'est-ce qu'on doit faire, etc., eh bien, je crois qu'il y a des occasions énormes qui se présentent en Afrique pour l'Internet. L'infrastructure est très mauvaise en Afrique, pas de système logistique adéquat, système de paiement adéquat, mais la téléphonie mobile et sa couverture mobile est excellente. Et les jeunes veulent changer, et ils veulent une mutation, ils veulent évoluer et aller de l'avant. Alors, on a décidé, si on décide d'inviter 1000 entrepreneurs dans 5 ans à venir pour venir à Hangzhou pour une formation de 10 jours, on leur raconte ce qui s'est passé, on les emmène dans les zones rurales de la Chine pour leur montrer comment on aide les agriculteurs, les petits exploitants et comment la logistique peut être créée. Et après 10 jours, je peux vous dire que toutes ces personnes sont pleines d'énergie et veulent revenir en Afrique très vite, ou y aller pour la première fois pour s'implanter là-bas. Alors avec la téléphonie mobile, on a beaucoup appris. Alors maintenant, en Afrique, ils peuvent se dire, on va beaucoup apprendre de la Chine, mais il ne faut pas vraiment revenir tout de suite, par exemple en Chine, 10 ans plus tard, et vous verrez en Afrique qu'il y aura de plus en plus de personnes de ce genre, des Jack Ma, et entre autres, en Afrique, ça va arriver. Et le reste de ma vie, moi, je préfère être vraiment là que d'être le PDG d'Alibaba. Et d'ailleurs, vous allez prendre votre retraite. Et ce que j'ai dit à Jack, j'ai dit, non, vous ne pouvez pas vous éloigner de ça. Vous ne pouvez pas quitter Alibaba. Parce que si on essaye de reproduire cela au restant du monde, moi, je ne veux pas que vous alliez essayer je sais pas, moi, de faire de la méditation et du kung-fu, vous relaxer sur une plage, ou je ne sais où. Il faut que vous vous engagiez, que vous interveniez, que vous soyez impliqué. Mais vous m'avez dit que ça n'est pas ce que vous voulez faire. Comment ça va fonctionner? Comment est-ce que ça va marcher, ça? Les 10 000 programmes. Notre équipe IFC travaille avec vous. Et ça nous intéresse, vraiment beaucoup d'enthousiasme, mais sur une période de 10 ans, je crois. Un calendrier de 10 ans. Enfin bon, vous m'avez dit 5, mais moi j'ai entendu 10 ans. En fait, oui, c'est un travail que nous allons mener main dans la main avec la Banque mondiale. Et donc, pour chaque année, 1000 personnes. Sur une période de 10 ans. Bon, bien évidemment, vous allez susciter un grand engouement chez les autres. Mais que se passe-t-il si vous revenez et l'infrastructure, enfin dans un pays, l'infrastructure n'existe pas, le système logistique n'existe pas. Évidemment, on va fournir des enveloppes de financement et tout ce qu'on peut faire,
pour accompagner des pays. Mais ces 10 000 personnes que vous voulez former, comment est-ce que vous allez vous constituer une espèce de corpus ou de cœur pour la croissance de l'Afrique, des personnes qui seront vraiment au cœur de cette croissance et qui l'attireront? La première chose que j'essaye d'expliquer ou d'apprendre aux jeunes, je leur dis, si tout est prêt, vous n'avez aucune valeur. Si tout est prêt, tout organisé, en tant qu'entrepreneur, vous n'avez aucune valeur. C'est parce que les choses ne sont pas prêtes que l'on invente. C'est pourquoi la société a besoin de vous. C'est justement parce que quelque chose n'est pas prêt, ceci n'est pas prêt, que l'on a besoin d'entrepreneurs qui sont prêts justement à innover, à prendre des risques. Et c'est à partir du moment où je prends ma retraite du poste de président, eh bien, ce n'est pas une retraite à mes yeux, c'est une rotation. Je reviens vers le monde universitaire, plutôt à l'éducation, vers l'éducation, parce que je veux apprendre. Et je pense que l'éducation, l'enseignement, eh bien, c'est beaucoup plus important que la technologie. Et un certain nombre de sociétés, même Alibaba, commencent à être un peu vieillottes. Mais lorsque l'on est entrepreneur jeune, eh bien, c'est complètement différent. Dans les 30 années à venir, les êtres humains vont faire un grand défi par rapport aux technologies de rupture ou technologies révolutionnaires, perturbatrices et perdront des emplois à cause de ça. Les 200 dernières années, pendant la période de la révolution industrielle, eh bien, on pensait que les machines allaient calculer plus rapidement, se souviendraient de tout et que ces robots ne seraient jamais malheureux non plus. Donc tout à fait rationnel, tout à fait carré. Alors il faut qu'on enseigne à nos enfants et aussi apprendre au système éducatif ce que eux peuvent faire que les machines, que les robots ne peuvent pas faire et ce qu'ils peuvent faire mieux encore. C'est ce sur quoi nous voulons nous concentrer pour les entrepreneurs. Eh bien c'est la même chose. Dites-leur, mais la vie n'est jamais simple. Elle est loin d'être simple. Demain, c'est un jour encore plus difficile. Et en fait, bon, on va tous mourir un jour et la plupart des gens, il faut leur dire, eh bien vous allez mourir demain soir. Et comment vous allez survivre demain avant de mourir demain soir? Comment va être votre journée? On n'enseigne jamais aux personnes ce genre de choses, à Harvard, à Yale ou ailleurs. Nous voulons partager un message, véhiculer un message aux personnes. Ce sont les erreurs qui vous permettent d'apprendre. Lorsque vous tombez, lorsque vous avez connu un échec, c'est là que vous apprenez et que vous faites un grand bond en avant. Mais les personnes qui sont vraiment devenues trop ambitieuses parce qu'elles ont eu des réussites partout, ou elles le croient, eh bien ça ne marche pas. Il faut apprendre aux gens comment faire face aux défis, comment les surmonter. Et on tire les enseignements qui sont les plus intéressants de nos erreurs. Parce qu'à partir du moment où on a fait une erreur, effectivement, on a connu un échec, et donc on doit changer la pratique, la démarche que l'on a adoptée. On commence à me montrer qu'il faut le chronomètre pour arrêter cet petit entretien. Mais donc on a parlé de quotient intellectuel et de quotient électronique. L'optimisme doit être un style de vie et être sans crainte, sans peur, et aussi faire preuve d'humilité face à l'avenir, parce qu'on ne peut pas connaître l'avenir, bien sûr. L'entrepreneuriat, l'éducation, vous nous avez parlé aussi de tout cela. Il y a tant de jeunes ici dans la salle. Bon, ils ne sont pas tous jeunes non plus, il y a pas mal d'anciens aussi, il me semble. Mais Jack Ma, je vous ai observé pendant les quelques 5-10 dernières années. Vous êtes un phénomène. Nombreux sont ceux en Chine qui vous connaissaient, et moi, nos équipes et moi-même, on voulait investir en votre société, mais vous êtes maintenant à un échelon mondial. Je me souviens, lorsque nous sommes rencontrés il y a plusieurs années, vous m'avez dit à l'époque, oh, je déteste ma vie, je suis malheureuse, je suis misérable à l'heure actuelle. Tout le monde au début me disait Alibaba n'ira jamais nulle part, ne peut rien faire. Et maintenant, ce que tout le monde dit, c'est Alibaba peut tout faire. Et moi, ça m'énerve finalement. Mais vous avez connu cette période. Et qu'est-ce que vous diriez à ces jeunes, à ce groupe de jeunes, quant aux enseignements les plus importants que vous avez pu tirer dans cette vie extraordinaire qui a été la vôtre et qui l'est toujours? Il me semble que les jeunes sont l'espoir. Les jeunes représentent notre espoir. Et donc, si je veux un futur rempli d'espoir, je passe mon temps avec des jeunes. Et je leur dis aussi que la vie est loin d'être simple, la vie n'est pas facile. Et l'on vient, non pas pour travailler dans une société, mais il faut aimer ce qu'on fait. Il faut que l'on soit intimement convaincu à l'égard de son travail, de ce qu'on aime faire. Mais posez la question aux jeunes, posez-leur des questions. Moi, je me pose ces 3 questions sans arrêt à moi-même au cours des 5 dernières années. Les 3 questions. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous voulez? Et qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier?
Qu'est-ce que vous avez déjà? Quel est votre acquis? Qu'est-ce que vous voulez? Et qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier? On ne pose jamais les trois questions en même temps. Qu'est-ce que vous avez? Beaucoup vous diront, je n'ai rien. Ou d'autres vous diront, j'ai plein de choses, j'ai ci et cela. Mais il faut toujours penser à la question, qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier, à abandonner? C'est là que vous aurez beaucoup plus d'optimisme, vous vous sentirez plus léger et vous n'aurez plus peur. Et c'est ainsi qu'il faut évoluer, c'est ainsi qu'on avance. Et jamais vous ne vous perdrez finalement dans cette espèce de monde plein de bouleversements. Formidable, merci. C'était vraiment incroyable de vous entendre. Merci tout le monde. Merci. Merci Jack Ma et Dr Kim. Quelle discussion qui nous donne tant d'inspiration, et je suis sûr que vous êtes tous d'accord avec moi, on a beaucoup appris, ne fût-ce que dans ce petit entretien entre Dr Kim et Jack Ma. Je souhaiterais à présent passer à la deuxième partie du programme où nous allons examiner de plus près cette question, défis et opportunités qui se présentent. Alors, nous avons un panel d'experts chargés et je vais demander au ministre Heng Swee Keat, le ministre des Finances de Singapour, de venir ici sur la scène, le secrétaire d'État pour les femmes, l'égalité des femmes du Royaume-Uni et du Monde, Matt Greenway, directeur général du GSMA, Nandan Nilatani, cofondatrice et président sans pouvoir exécutif de Infosys, et Nicolas Miaï, cofondateur, président Future Society. Je vous propose de bien vouloir venir vite sur la scène et prendre vos sièges. Chers conférenciers, pendant que vous vous installez tranquillement. Bon, ça va être difficile de lui voler la vedette, mais je suis certaine que vous aurez des propos très intéressants à faire aussi. Mais vraiment, cette conversation entre Dr Kim et Jack Ma m'a permis d'apprendre que non seulement je dois améliorer mon quotient intellectuel, mon quotient électronique ou technologique et mon quotient affectif. Alors, à partir du moment où vous serez tous bien installés, je vais vous poser ces questions. Secrétaire Mondant, très heureuse de vous accueillir sur ce panel. Dans vos travaux, vous avez certainement l'occasion de voir plus souvent que d'autres ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans le monde de la technologie et surtout dans le monde du développement. Comment profitez-vous des technologies pour faire évoluer ce que fait le Royaume-Uni dans le domaine du développement, justement? Comment exploitez-vous les technologies? Voyez-vous, à la défi dans toujours ces vies de technologie, mais cette année, surtout, nous avons lancé une stratégie numérique. Parce que nous pensons que c'est cela qui nous permettra de réussir et c'est vraiment intégré dans toutes nos activités. Nous avons d'excellents antécédents en matière d'argent mobile, impression en 3 dimensions, les drones dans toutes sortes de différentes activités de plus en plus, mais toutes sortes d'initiatives maintenant à créer pour intensifier, pour aller plus loin et vraiment permettre à d'autres de profiter de tout ceci, de trouver de nouveaux moyens de protéger les personnes dans les situations de conflit, les laisser pour compte, les personnes qui sont sans eau, qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas d'aliments, et on doit faire des largages d'aliments par aéronef, des personnes. Comment est-ce qu'on fait pour que l'électricité revienne lorsqu'il y a eu un conflit ou une catastrophe naturelle? Comment les technologies, maintenant, aujourd'hui, peuvent-elles nous aider pour faire face à ces problèmes et trouver des solutions? Et nous essayons de prendre en compte cela systématiquement dans notre gouvernement. Donc nous avons mis sur pied une espèce de plateforme technologique où les meilleurs, les plus grands esprits sont réunis du point de vue technologique et autres, et ce pour discuter et pour travailler dans toutes sortes de différents domaines. On travaille dans beaucoup de domaines, mais tout particulièrement cette année-ci sur le front humanitaire. Parce que c'est important. Et de plus en plus, nous nous rendons compte qu'il y a des personnes de plus en plus vulnérables dans des situations de conflit, dans des pays fragiles et vulnérables. Oui, absolument. Et d'ailleurs, ce que disait Jack Ma à l'instant, si les gouvernements commencent à se servir de technologies numériques, eh bien, ils deviennent plus transparents et il y a du coup plus de transparence, moins de corruption. Plus de transparence, moins de corruption. Je sais que vous avez été championne de ce genre d'efforts, mais quels sont les défis auxquels vous avez fait face au tout début, au premier jour, lorsque vous avez tenté de mettre sur pied des plateformes numériques pour vos gouvernements et surtout dans le secteur financier?
Eh bien, on a eu pas mal de chance. On a eu beaucoup de chance. On a commencé ce processus il n'y a pas si longtemps. Et vraiment, c'est très facile de. Enfin, le fait que Singapour soit un petit pays nous a beaucoup aidé. Mais le défi, c'est toujours d'obtenir le consensus des uns et des autres pour avancer. Et aussi un engagement politique robuste. Notre Premier ministre, voyez-vous, avait un diplôme en sciences informatiques et il a eu son diplôme en 2 ans plutôt qu'en 3. Donc pendant la 3e année, et il a commencé à plancher sur d'autres aspects de la technologie et il a commencé à construire des produits inédits. Mais la clé de l'innovation, c'est le capital humain, et c'est de créer et renforcer ce capital humain. Il faut des personnes qui sont capables de faire de la programmation, être ouverts d'esprit par rapport à tous les habitants du monde, et surtout veiller à bien partager les bienfaits de nos activités, de bien les répartir et que chacun puisse en tirer pleinement parti. Depuis quelque temps, et nous avons d'ailleurs connu ce genre de mutation et évolution au fil des années, ce travail qui a été mené par d'éminents experts nous a permis enfin de lancer un système d'autorémunération des fonctionnaires publics, des fonctionnaires. C'est un formulaire que nous envoyons en fait par email ou sur voie électronique à des contribuables, combien d'enfants dans votre foyer, dans votre ménage, et ensuite on calcule avec toutes ces données les impôts que vous devez payer. Mais tout cela se fait automatiquement par formulaire et électroniquement. Évidemment, si vous n'êtes pas d'accord avec un montant qui vous a été soumis, vous pouvez aussi revenir vers le fisc et demander pourquoi ce chiffre est tellement élevé. Et donc cela nous rend responsables en quelque sorte, et nous sommes imputables. C'est un processus qui vient d'être entamé finalement. L'identification numérique, je ne sais pas combien de personnes ici dans la salle savent de quoi il s'agit lorsqu'on parle du programme Aadhaar et à quel point il a transformé les vies en Inde, en dépit de quelques défis récents. Vous pouvez peut-être raconter à l'auditoire ce que c'est que Aadhaar. Aadhaar est un programme qui donne à chaque résident indien d'Inde une identité numérique. C'est quelque chose que l'on demande déjà depuis des années, que l'on essaie de faire depuis des années. Mais il y a eu des forces, des vents contre, des vents contraires et des vents en pouls qui nous ont permis, enfin qui nous ont fait passer d'un côté à un autre. Mais maintenant, nous pouvons avoir une identité numérique pour tous les résidents. Cela est lié à un système au secteur bancaire. Et donc, vous pouvez ouvrir des comptes et vous pouvez aussi procéder à des opérations bancaires, des transferts électroniques de fonds d'un compte à un autre. Et donc tout cela peut se faire en ligne. L'authentification aussi, donc des milliards par mois d'authentification. Et nous avons également toutes ces données qui nous permettent qui permettent aux personnes d'ouvrir des comptes en banque et aussi de se servir de téléphonie mobile. Donc nous avons fait un grand bond en avant de quelques 10 ans. Et d'un seul coup, tout cela est très moderne, alors que ces personnes n'avaient pas de pièce d'identité dans le passé. Alors, est-ce que ce modèle peut-il être appliqué à la santé publique, à l'éducation et à d'autres pays, reproduit dans d'autres pays? Mais vous avez besoin déjà d'une espèce d'identité numérique pour toute activité en ligne, ne fût-ce que pour lancer une activité en ligne. Par exemple, un régime d'assurance maladie. Eh bien, nous l'avons fait il y a pas mal de temps, mais c'est un programme qui requiert une espèce de liaison entre entre une identité ici et la même ailleurs. Il y a des discussions dans quelques 20 pays aux 4 coins du monde et la nécessité, le besoin de se doter d'identité numérique est critique. Et d'ailleurs, on dit que cette identité juridique pour chacun est essentielle, chaque habitant du monde. Et donc, il ne faut pas oublier cette démarche et la reproduire ailleurs. Ce que nous entendons dire au niveau du gouvernement, du secteur privé, etc., au niveau de la transition, la dépendance à l'égard de la technologie, l'Internet, tout évolue tellement vite. Comment pouvons-nous utiliser cette technologie? Comment est-ce qu'on peut être prêt pour l'avenir, un avenir qu'on ignore jusqu'à l'heure actuelle? Excellente question, je ne suis pas sûre d'avoir la réponse. Mais je crois que d'un point de vue réglementaire, il faut agir, mais de manière pas vraiment brutale. On ne sait pas ce qui va arriver dans quelques années. Il y a 20 ans,
3 à 4% de la population mondiale avait un portable. Aujourd'hui, plus de 2 tiers de la population mondiale a un portable. C'est carrément époustouflant. Et 3,3 milliards de personnes, la moitié de la population mondiale, ont accès à Internet. Il nous en reste presque autant, mais en même temps, nous sommes encore dans ce qu'on appelle la connectivité intelligente. Nous avons des capacités de connexion, mais nous allons bien sûr arriver très bientôt à 5G et ça va être encore beaucoup plus rapide et les changements vont être beaucoup plus drastiques. Et si par rapport à ça, on parle également des données, on parle de quelque part changer le jeu. Pour répondre à votre question, je dirais donc qu'il faut que les réglementations soient légères, flexibles, et on essaie à tous les coups de voir quelle sera la prochaine étape. Nicolas, nous parlons ici de la manière dont on peut maximiser cette technologie et permettre à ceux qui en ont le plus besoin d'y avoir accès, les 50% dont on a parlé. Quel est le meilleur moyen de permettre d'utiliser la plateforme numérique et comment donc permettre à ceux qui n'y sont pas encore connectés de l'être? Bien évidemment, il faut que je rappelle ici le partenariat public-privé. Et souvent, le mot partenariat ne veut pas dire grand-chose, mais l'objectif est d'essayer de trouver, de chercher, d'expérimenter de manière intelligente et sage ce qui se passe et voir quel est l'impact sur le terrain. Au niveau des plateformes économiques, il y a une concentration de pouvoir et de capacité. Si nous voulons accélérer le développement électronique à travers une plateforme électronique, il faut regarder du côté de l'autorité et des ressources financières. Donc, il faut, comme Jack Ma l'a dit, que le secteur privé agisse. Il faut trouver un équilibre. La chaîne d'approvisionnement industriel doit ouvrir la voie aux PME. Il faut également faire transitionner une grande partie de la population active vers les nouveaux marchés du travail. Pour la Chine, pour l'Inde, les énergies émergentes ou les économies naissantes doivent agir immédiatement et non pas repousser l'action parce que sinon on risque de foirer. Il faut déjà au départ avoir tous les éléments nécessaires. Il faut que, par exemple, le gouvernement soit électronique, il faut que la technologie soit disponible et l'accès aussi. D'accord. Étant donné que, en fait, et la question s'adresse à vous trois, étant donné que l'objectif des réglementations à cet égard est d'être légère, souple, pour permettre à la technologie de progresser, d'évoluer, et pour permettre au secteur privé de construire la plateforme numérique. Comment est-ce que vos pays agissent sur le plan réglementaire ou des réglementations? Bien sûr, le défi est énorme. Non pas uniquement dans notre secteur, mais dans tous les secteurs. Comment évoluer aussi rapidement que nécessaire pour pouvoir adopter les réglementations qui encouragent le progrès? En fait, il faut revoir les lois, bien évidemment. Il faut voir comment on opère, on fonctionne au sein du gouvernement. Et bien sûr, nous sommes conçus, structurés de manière à être adaptés à une époque qui est aujourd'hui pratiquement révolue. Donc, il faut s'adapter, il faut évoluer. Et cela ne s'applique pas uniquement à la technologie informatique, à l'électronique, mais à la recherche scientifique, à la médecine, etc. D'accord, vous avez tout à fait raison. Nous sommes conçus, structurés pour être adaptés à une période qui déjà disparaît. Qu'est-ce que vous avez à dire sur le sujet?
Bien sûr, nous voulons encourager les entrepreneurs à travers les réglementations. Parfois, la surréglementation est évidente, si l'on peut dire, ou presque systématique. Mais lorsque le développement est très rapide, il est difficile de s'ajuster en permanence, de s'adapter en permanence. Et donc, à cet égard, il faut avoir une capacité de création, une capacité d'expérimentation. Parce que ceux qui se chargent de la réglementation, en suivant l'évolution sur le terrain, peuvent savoir qu'est-ce qu'il faut réglementer, qu'est-ce qu'il faut plutôt ne pas réglementer. Et on commet des erreurs, mais on apprend de nos erreurs. En même temps, le rôle du gouvernement n'est pas uniquement un rôle de régulateur. Il faut également encourager le progrès. On a parlé également du travail. C'est un domaine très important. Il faut repenser le marché du travail, il faut reformer les travailleurs, et cela prend du temps, mais il faut démarrer immédiatement, sinon il sera trop tard. Donc le gouvernement a beaucoup à faire. Il faut également se concentrer sur les réglementations inclusives et s'assurer également que tout le monde est au même niveau. On ne peut pas, par exemple, paralyser tout le monde. Il faut se concentrer sur la croissance, sur l'innovation et sur les conditions qui doivent être les mêmes pour tous. Il faut tout le temps réfléchir à ce qui va devoir se faire, mais nous ne savons jamais tout. Donc voilà pourquoi il faut toujours continuer à s'apprendre, à suivre l'évolution de la situation et à pouvoir s'y adapter. J'espère que les gouvernements le feront. J'espère également que l'on va investir suffisamment dans la recherche et le développement. D'accord, investir dans la recherche et le développement, c'est également très important. Quelle est l'expérience de l'Inde à cet égard? Bien sûr, nous avons besoin de régulateurs pour permettre la concurrence, etc. Mais si nous voulons avoir une plateforme numérique, il faut avoir une classe de biens publics électroniques, comme le GPS par exemple, qui a été créé par le gouvernement américain. Donc, cela est très important, la réglementation. Et en Inde, et le gouvernement l'a fait, nous croyons en, par exemple, les cartes d'identité électroniques, au niveau bancaire, etc., l'accès à l'information, aux données, parce que cela est fondamental à tous les égards. Donc, à cet égard, il faut travailler avec les sociétés, avec le gouvernement. Il faut également que les individus aient accès aux données pour améliorer leur situation, avoir une meilleure éducation, de meilleurs traitements sanitaires, etc. Donc, il faut capaciter les citoyens. Il faut qu'ils puissent apprendre tout ce qui est possible d'apprendre sur beaucoup de sujets, y compris sur la plateforme numérique, la technologie et la manière d'y accéder. Bien sûr, les données également sont un sujet sensible, même en Inde, avec la décision de la Cour suprême qui a rendu un jugement en faveur de cet accès aux données. Mais il faut aussi qu'il y ait des régulateurs, un minimum en tout cas de réglementation. Je veux bien, tout à fait d'accord. Mais si le défi à cet égard est le développement, pour les pays en voie de développement, les individus dans les pays en voie de développement vont être riches en données avant d'être riches en matière, si vous voulez, parce que les téléphones portables sont disponibles et donc la richesse numérique va précéder la richesse réelle. Comment leur permettre d'utiliser ces données pour avoir une meilleure éducation, un meilleur traitement sur le plan sanitaire, des soins sanitaires adéquats, pour trouver un travail, etc. Là, c'est le rôle du gouvernement. Mais le statu quo à l'heure actuelle, Nicolas, c'est que nous avons des sociétés gigantesques de collecte d'informations partout dans le monde, des géants qui contrôlent le terrain.
Et donc, comment passer de la situation actuelle à la situation qui permet à tous les joueurs, et plus particulièrement aux individus, d'avoir accès à l'information et aux données. Voilà, ici, il faut parvenir à un équilibre, qu'il s'agisse d'individus, qu'il s'agit de consommateurs, qu'il s'agit de contribuables, etc. Il faut donc créer les fondements d'un processus de renforcement des données. Et à mon avis, le GDPR et ce qu'on appelle la portabilité des données est le précurseur de la situation que je vais présenter. Moi, par exemple, j'ai construit une machine à algorithme qui permet de gérer plus ou moins les données pour les transformer en productivité. Et avec la portabilité, je peux avoir des alliances avec les consommateurs pour qu'ils aient accès à diverses plateformes, un peu comme Facebook. Et ensuite, également, on canalise l'information vers les individus. Il faut créer de la valeur à cet égard. C'est un moyen typique qui nous permet de réduire les barrières à l'accès aux données et à l'économie. Et ce n'est pas suffisant, même si c'est très important. Une fois que cela est possible, à l'heure actuelle, l'idée est là, mais pas forcément l'exécution. Au niveau de l'Europe, il faut créer une économie IP. Il faut se concentrer sur la plateforme numérique et le partenariat. À cet égard, il y a un partenariat qui serait très utile. Autrement, la portabilité des données deviendrait un terme creux. Parce qu'à l'heure actuelle, les grandes corporations ont le monopole des données. Et la carotte ici, beaucoup plus efficace que le bâton. Au niveau de l'industrie de la téléphonie portable, avec les projets touchant aux données, et afin de renforcer les objectifs du développement durable, sur quel domaine on se concentre en particulier à cet égard? J'ai trouvé ce que vous avez dit passionnant au niveau des données. Par exemple, on doit dire d'abord que c'est un bien très précieux. Et moi, je crois qu'il m'appartient. Autrement dit, cela appartient à tout le monde. Et lorsqu'on peut passer d'une banque de données à l'autre, d'une société avec des données à l'autre, savoir à qui je peux avoir accès, je serai beaucoup plus riche en données. Avec les opérateurs de téléphonie mobile, on est en train d'évoluer à cet égard. Parfois, nous utilisons des senseurs, parfois nous procédons à des analyses sur la circulation des individus. Mon collègue, par exemple, suit les déplacements des trafiquants de drogue en Inde, la tuberculose, par exemple. On essaie de tracer l'origine. Telefonica au Brésil utilise également les IUT pour détecter la pollution de l'air avant qu'elle n'ait lieu. C'est passionnant. On peut faire ça avec les tremblements de terre, peut-être. Oui, voilà, donc pour prévenir le public. Donc, il faut utiliser une technologie et la combiner avec une autre. Et c'est là que ça devient intéressant, mais il faut absolument avoir cette discussion. L'anonymat des données doit être protégé. Il faut protéger la confidentialité, la vie privée de chacun, et ce débat doit se poursuivre. Au centre de ce dont nous parlons à l'heure actuelle, dans le proche avenir, pas très distant en tout cas, comment est-ce que tous les individus peuvent avoir accès à cette plateforme, surtout ceux qui sont aujourd'hui laissés pour compte? Et là, vous pouvez voir, et les statistiques le confirment, que les femmes dans beaucoup de pays sont laissées pour compte, à l'écart de cet avenir numérique. Comment régler ce problème? Oui, d'excellentes informations viennent d'être données. Oui, c'est encore un obstacle devant les femmes. Il y a plusieurs choses que l'on peut faire. Nous nous concentrons à l'heure actuelle sur la capacitation économique de la femme.
au niveau du travail, au niveau de la vie quotidienne, afin que la femme puisse avoir accès à l'éducation et aux opportunités également. Mais il ne s'agit pas seulement de la capacitation économique. On se concentre également sur l'esclavagisme moderne et le trafic d'êtres humains, alors qu'on a les solutions qu'il faut pour, par exemple, interdire ce qui se passe ou alors être capable d'alerter lorsqu'il y a un problème. Et pour changer la situation de la femme dans certaines régions du monde, nous avons quelques efforts, comme par exemple le mouvement de la femme en Afrique, et puis surtout la plateforme que constituent les médias sociaux et qui va complètement changer la donne. Donc il est vital d'y parvenir. C'est un aspect particulièrement important et cela est inclus dans le cadre de notre action sur le développement et sur l'éducation. Et cela est reconnu également comme étant essentiel de la part des partenaires. Monsieur le ministre, à Singapour, lorsque vous étudiez les expériences de Singapour, même lorsque vous remontez à la création de la plateforme numérique, on doit dire que c'est le secteur privé qui a en fait été le pionnier. Mais pour être efficace, bien sûr, comme plusieurs d'entre vous l'ont dit, le gouvernement doit se charger d'une partie de l'innovation ou de la création d'offres. Que doivent faire les gouvernements? Plusieurs choses. Nous avons une forme de plateforme G2G. Donc, dès le départ, il faut qu'il y ait une confiance entre les diverses catégories et les divers départements du gouvernement. Lorsqu'on travaille entre gouvernement et affaires d'une part, gouvernement et population de l'autre, la transaction, par exemple, entre le gouvernement, la population, le gouvernement et les firmes devient beaucoup plus facile et cela peut renforcer la confiance en le système. Et puis nous passons à la prochaine étape, permettre au système du gouvernement d'être une forme de colonne vertébrale afin de pouvoir catalyser les transactions entre milieux des affaires et entre individus. Et là, je peux donner un exemple sur le système de paiement numérique à travers les téléphones portables. On peut utiliser les téléphones portables pour plusieurs systèmes. Par exemple, avec des amis, vous pouvez payer toujours par voie de portable. C'est pareil au milieu ou dans le milieu des affaires et les transactions. Nous avons un autre exemple. Il y a quelques années, nous avons mis au point une plateforme pour le commerce national, en fait, pour permettre aux affaires de bénéficier des services du gouvernement. Lorsqu'on a des exportateurs, des importateurs, ils ont besoin d'approbation de la part des autorités. Donc ici, le guichet unique est fondamental pour, par exemple, l'approbation d'un permis. Tout se fait de manière très rapide. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. Nous essayons de faciliter les transactions avec les banques, les financiers, les importateurs, les exportateurs, pour qu'il y ait bien sûr des contacts directs d'affaires à affaires pour pouvoir évoluer et progresser. Donc, il faut travailler ensemble et avec les partenaires pour travailler de pays à pays parce que le commerce est transfrontalier. Donc, il faut travailler avec les partenaires et il est possible, par exemple, avant que la marchandise n'arrive dans un pays, de recevoir déjà le permis, les autorisations à travers l'Internet. Donc, d'abord, garantir et renforcer la confiance en le système et puis travailler avec les partenaires. Et puis, nous avons l'initiative BBB de la Banque mondiale. Et Feldman Burst d'ASEAN également travaille sur cette initiative, également le réseau de développement sur le plan financier et le partage de données.
Donc vous parlez d'un avenir où non seulement les autorités gouvernementales offrent ces plateformes à leurs citoyens, mais vous parlez finalement de pays qui utilisent des plateformes pour des échanges commerciaux entre eux et aussi au niveau international. C'est ça. Et il y aura, je crois, un certain nombre d'initiatives intéressantes qui en émergeront et qui commenceront à surgir ici et là. Énormément, un foisonnement de bonnes idées. Et nous allons nous-mêmes tenter de faciliter ce mouvement. Et je crois qu'aussi la Banque mondiale et d'autres organismes internationaux peuvent nous permettre de nous constituer ces plateformes, ces espèces de fondations de connaissances et envisager un certain nombre d'opportunités de partenariat. Bon, alors on va parler de l'expérience de l'Allemagne. Vous avez ce système et ce qui a été explicité par le ministre, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à ce stade en Inde? Eh bien, ce que nous avons fait dans les 10 dernières années en Inde, c'était de construire un certain nombre de nouveaux systèmes pour des milliards de personnes. Et cela a donc permis de mettre au point des UPI, des systèmes de paiement interopérables et n'importe quel compte en banque. On peut vraiment faire des échanges entre les différents comptes. C'est très versatile et c'est construit sur une plateforme GST. Et maintenant, il y a chacun de nos États en Inde qui a son propre système de fiscalité et tout est mis en ligne avec les différentes activités commerciales et les commerces. Et cela a vraiment bien été mis au point. Maintenant, les sociétés peuvent vraiment payer les impôts de société en remettant leur formulaire en ligne. Et en se servant de tout cela, ce sont autant d'exemples qui sont essentiels lorsqu'on parle de ceci. Les pays en développement qui n'ont pas forcément un patrimoine technologique et des situations difficiles qu'ils connaissent, eh bien, comment peuvent-ils utiliser, exploiter pleinement la technologie pour leur propre développement futur? Les nouveaux systèmes de santé maintenant commencent aussi à s'intéresser à cela. Quelle serait justement l'architecture pour tout registre de santé à l'avenir? L'architecture idoine. Donc il y a évidemment la question de la mise au point, de la conception et ensuite vraiment de la concrétisation de tout cela. Alors des millions de sociétés qui remettent leurs impôts en ligne, mais est-ce qu'il y a eu quand même un processus d'éducation, de sensibilisation, de conscientisation pour pouvoir faire cela? Je crois qu'il y avait effectivement une volonté politique au niveau fédéral et au niveau de tous les États de l'Inde. Mais 30 États, imaginez-vous bien, des systèmes complètement différents, tout le monde fait cela en ligne, tout est automatisé, et ensuite il y a des fichiers, des dossiers, etc. Mais maintenant, chaque entreprise aura un registre numérique de son activité basé sur le système et qui peut donc être utilisé pour avoir un prêt commercial qui sera octroyé. À partir du moment où vous avez des données à portée de la main, eh bien, vous pouvez aussi les transmettre à quelqu'un d'autre qui pourra, sur cette base, prendre des décisions mieux étayées. Eh bien, je peux avoir tous mes résultats de santé, tout ce qui est électrocardiogramme, etc., sur ces plateformes numériques et partager cette information. Donc, cette notion de données qui va d'une main à une autre, ou d'une personne à une autre, est essentielle. Et c'est là qu'il faut avoir une discussion pour permettre au pays d'avoir une plateforme qui les réunit, et qui réunit tous ces secteurs. Alors, comme on l'a précisé déjà dans cette discussion, ce n'est justement pas la situation au jour d'aujourd'hui. Qui devrait maîtriser les données? Comment est-ce que justement ces données ne tombent pas dans des mauvaises mains? Oui, vous posez une bonne question, parce que de plus en plus, on se pose la question de la propriété, du contrôle et de l'accès. Et ce n'est pas forcément chose mauvaise. Dans le cas des Européens et d'autres pays, c'est peut-être différent, mais avec les nouveaux règlements de protection des données, maintenant on commence à se poser la question de savoir qui en a la propriété, qui a l'accès, et autour de toutes ces notions, je crois qu'il existe un grand nombre d'occasions à saisir pour des innovations pour les pays en développement, les économies en développement, qui pourront justement les exploiter pour rebondir et aller plus loin. Et à mon sens, la banque a non seulement une responsabilité, mais un rôle fondamental à jouer aussi pour permettre au pays à passer à l'échelon supérieur en regroupant des solutions, une assistance technique aussi, et commencer à rédiger le prochain livre blanc technologie politique
ou politique de la technologie. Et justement, je voudrais parler davantage aussi du bond en avant en matière de gouvernance, qui fait intervenir non seulement la réglementation, enfin, on se pose la question de savoir est-ce que nous réglementons ou non, mais surtout la question qui se pose, c'est quand est-ce qu'il faut faire cette réglementation? Et à partir du moment où vous avez des outils et des boîtes à outils, vous êtes orienté, on va se dire, on ne va pas réglementer au jour d'aujourd'hui, mais c'est la trajectoire que nous allons emprunter, nous savons nous savons où nous allons et vers quoi nous voulons nous acheminer. Et la boîte à outils de ce genre est essentielle et c'est cela dont il faut se doter. Il n'y a rien déjà. De toute manière, on n'a pas un avenir qui est déjà créé, il faut le construire. Mais connaître le paysage économique, la situation générale et les chaînes de valeur diverses et variées nous permettent d'adapter les gouvernances, d'adapter. Et en fait, il s'agit d'inventer une espèce de système de gouvernance agile et leste dans ce 21e siècle. Une gouvernance nouvelle, inédite au XXIe siècle, souple, agile, réactive. Est-ce que cela intéresse les gouvernements aujourd'hui? Et c'est ainsi qu'ils voient la question et s'y intéressent-ils? Non, je pense qu'en matière, si c'était possible, pour l'avenir, s'ils étaient tous d'accord avec cela, ce serait merveilleux. Mais c'est plutôt le contraire. Finalement, nous essayons nous-mêmes d'adapter des systèmes analogiques dans ce nouveau monde numérique. Et souvent, il y a inadéquation totale, déconnexion totale. Et souvent, il vaut mieux, finalement, tout reprendre à zéro. Et il faut aussi être au courant, être au fait de tout goulet d'étranglement qui pourrait survenir, qui peut entraver l'activité, la réglementation, le cadre réglementaire dans des industries aussi complexes que les nôtres, européennes, occidentales, technologie, informatique, etc. C'est difficile. Et comment faire lorsqu'on se pose la question de savoir à quoi ressemble le monde en 2022, eh bien, je crois que c'est presque inhumain. Je veux dire, on ne peut quasiment pas le faire. C'est presque un exercice futile, finalement, parce que vous n'avez absolument aucune idée comment vous préparer. Et il y a la transition qui doit être opérée. Mais on parle beaucoup de données ici, et donc les personnes qui ont accès aux données, qui peuvent en avoir la propriété. Mais il vous faut du matériel et il vous faut aussi enfin, pour être connecté avec tout cela, eh bien, il faut que les personnes soient propriétaires et des droits. Et secrétaire, vous voyez cela au quotidien, le manque d'accès pour les communautés rurales, avec des millions de personnes, des milliards de personnes plutôt, qui n'ont toujours pas accès à Internet. Quelles sont les mesures qu'il faut adopter pour que cela change? À mon sens, il s'agit là d'un domaine fondamental où nous pouvons apporter une assistance. Dans le passé, nous avions plutôt tendance à créer des infrastructures à un moment donné, mais maintenant, à cause de l'ampleur des défis, il faut voir les choses autrement et procéder autrement. Et peut-être que l'une des possibilités au département du développement est de prouver au marché, justement, une des activités, de prouver au marché, démontrer au secteur privé, disons, comment ils devraient, enfin pourquoi ça devrait les intéresser et pourquoi ils devraient devenir impliqués. Et comment? Et à partir du moment où, bon, je pense que c'est particulièrement intéressant pour les pays donateurs, pour les bailleurs de fonds, des cyber-représentants, mais pour les marchés mondiaux aussi. Parce que maintenant, nous sommes en train de mettre au point des plaques tournantes technologiques aux quatre coins du monde et des points focaux finalement, c'est de cela qu'il s'agit, pour aider les activités commerciales d'investir dans des pays en développement et aussi dans des entreprises commerciales dans ces pays. Mais quid de la cybersécurité? La sécurité cybernétique est une problématique qui entre en compte et donc il faut vraiment examiner les synergies essentielles qui doivent être forgées avec les gouvernements, les autorités publiques et générer de l'information essentielle pour démontrer cela au secteur privé et démontrer à ce secteur privé que c'est à son avantage de s'impliquer pleinement. Alors nous sommes dans toutes les régions du monde et c'est une initiative, celle dont je parle, qui est une initiative commune entre notre ministère des Affaires étrangères, mon département, le département médias et sport, et le ministère de la Jeunesse, disons, et nous sommes responsables de rendre tout cela accessible, mais une façon, je pense, adéquate, appropriée d'accompagner les commerces,
Eh bien, dans les 12 derniers mois, j'ai assisté à un véritable changement où je me rends compte que d'un seul coup, le secteur privé s'intéresse aux objectifs du développement, aux ODD, et autres questions qui sont directement liées au développement. Ah, donc nous devons veiller nous-mêmes à ce que tous les obstacles qui existaient dans le passé et qui les entravaient ou qui entravaient toute activité, qu'il s'agisse d'intégrité, d'entreprise commerciale, responsabilité sociale, etc., existent bel et bien, et que nous fournissons aussi nous-mêmes, nous sommes responsables de le faire, de démontrer pourquoi le jeu en vaut la chandelle. Et surtout d'un point de vue financier et de profit. Bon, vous savez, vous avez dit qu'on devrait peut-être commencer à zéro. Quels sont certains des enseignements que les pays pourraient utiliser pour reproduire ces efforts chez eux, surtout le matériel, afin de garantir un accès à Internet et à tout ce monde cybernétique, connectivité? Eh bien, effectivement, pour ce qui est de tout ce matériel, d'abord on a commencé au niveau du gouvernement, et ensuite il y a la question de la transaction. Alors le coût des ordinateurs a diminué assez rapidement, et de plus en plus de foyers ont accès à des ordinateurs, peuvent s'en procurer, et nous avons des programmes aussi qui nous permettent de garantir une espèce d'inclusion, d'inclusivité. Mais il faut aller au-delà de tout cela, et surtout obtenir le consensus public. Parce que sans le soutien du public, et si le public a peur de la technologie ou ne perçoit aucun avantage en découlant, eh bien, ça ne fonctionnera pas. Alors le secteur privé, là, comment pouvons-nous permettre au secteur privé, comment pouvons-nous l'habiliter à faire justement ce qu'il sait faire le mieux? Et ensuite convaincre le gouvernement, les pouvoirs publics à eux aussi faire mieux. Mais c'est assez pernicieux, ce n'est pas si évident que cela. Alors, dans le cas de l'Inde, à votre avis, où sont les opportunités pour le secteur privé? À quel moment ou quand? Où devrait-il intervenir? Et lorsqu'il s'agit des interactions avec le gouvernement, comment le gouvernement peut-il aider? Je pense que le secteur privé a joué un rôle énorme dans le domaine de la connectivité, c'est certain. Il y a 15-20 ans, avec 60 millions de lignes téléphoniques câbles et maintenant 60 millions, 60 000 pardon, lignes terrestres et maintenant des millions de lignes, disons, cellulaires. Et Bechtel, IDI, Vodafone, Monsieur Bambani avec INCDO, enfin, entre autres, on parle d'une infrastructure très compétitive. Et aujourd'hui, nous avons les prix les plus bas pour la voix, pour les données, et on a augmenté la connectivité, une meilleure connectivité, donc une inclusion massive euh, en découle. Et la clé de l'inclusion, de la solidarité, de l'accès ouvert à tous, c'est des montants de transactions faibles et des volumes élevés. Parce que vous voulez atteindre des millions de personnes, coût faible, eh bien c'est abordable pour chacun. Et le coût de transaction, la valeur de transaction est faible, et donc les personnes plus démunies peuvent acheter en plus petite part. Et donc à partir du moment où on a démontré la valeur de la transaction, là on commence à pouvoir parler de véritable inclusion. Et cela peut être reproduit dans d'autres pays en développement. Vous pensez? Oui, toute l'idée de la technologie, justement, est de faire en sorte que les ressources rares soient abordables et accessibles à tous. Pas seulement par rapport à la téléphonie mobile, mais dans la santé publique, dans l'éducation aussi. Mais cela requiert une espèce d'esprit, enfin une capacité d'imagination dans la prestation de services publics. Enfin, il faut le faire de façon inédite et réfléchir, voir la chose tout à fait autrement. Être vraiment ingénieux. Bon, par exemple, disons que vous avez un système, vous voulez que l'éducation soit accessible pour tous et qu'il y ait aussi des systèmes de santé publique ou d'appel d'offres aussi qui peuvent se faire sur un téléphone portable ou alors avec un cloud, un nuage, ou pour fournir de meilleurs services de santé. On y réfléchit beaucoup. Et c'est ainsi, je crois, que les pays en développement peuvent avancer. Bon, à partir du moment où vous avez suffisamment d'enseignants, on a suffisamment d'enseignants dans les pays, mais il faut vraiment se pencher sur la question de la prestation, de la fourniture de ces services et produits. Je crois que c'est un autre problème finalement, mais plus important.
des jeunes étudiants qui ont des diplômes, sortent de l'université et c'est tout, veulent trouver un emploi. Non, c'est un enseignement à vie, c'est un apprentissage à vie, tout au long de la vie. Parce que bon, les technologies deviennent obsolètes et désuètes assez rapidement. Et donc il faut tout le temps continuer à apprendre, rester sur la courbe. Et donc peut-être que c'est une espèce de système d'éducation à flux tendu, et en temps et en heure, au moment voulu, tout ce qui a trait à l'éducation, à la fourniture de l'éducation, tout cela doit changer de fond en comble aussi, je crois. Je voulais tout simplement abonder dans son sens. Ce qui se passe en Inde, en Chine, je parlais aussi à nos collègues indonésiens, la manière dont les différentes transactions se déroulent, eh bien cela est preuve d'inspiration. Ça m'inspire beaucoup, ça inspire tout le monde avec l'échelle. Et les coûts, on peut vraiment commencer à faire baisser les coûts et donner pas mal d'alternatives aux personnes, aux populations. Si je compare ce petit pays qu'est Singapour avec l'Inde, bon, on peut se faire une bonne idée d'échelle. La plupart des pays n'ont pas une population de quelques milliards, beaucoup de milliards. Mais ce que nous pouvons faire, au moins, c'est travailler de concert pour faire diminuer les coûts et afin que tout un chacun puisse en tirer pleinement parti. L'échelle est essentielle. Lorsqu'on veut créer un réseau, nous-mêmes, avec les banques et autres secteurs, eh bien cela permet à des pays tels que l'Inde, la Chine, l'Indonésie et Singapour d'arriver à quelque chose de très utile et on peut le faire. Et encore un propos pour moi quant à l'éducation. J'étais le ministre de l'Éducation justement pour presque 5 ans. En tant que ministre de l'Éducation, l'un des sujets les plus chauds à la Silicon Valley, c'était la technologie d'éducation et la technologie pédagogique. Alors je suis allé m'entretenir avec quelques professeurs et à la fin je leur ai demandé que pensez-vous de ce système. Ils m'ont répondu on n'aime pas trop finalement, pas tant que ça. Pourquoi, j'ai demandé? Eh bien parce que ce sont des systèmes automatisés, des robots qui vont remplacer les professeurs. Mais un professeur est indispensable. Et l'éducation, c'est beaucoup plus compliqué que cela. Ce n'est pas que d'avoir des connaissances ou du savoir et de le renforcer, mais ça revient à la question du caractère humain, la création ou le renforcement du caractère humain. On doit savoir comment utiliser de la technologie bien pour arriver à une certaine qualité humaine, je crois. Alors, qu'est-ce que vous me proposez de faire? Alors j'ai répondu, il nous faut utiliser la technologie pour autonomiser les enseignants, les professeurs, nos professeurs, et ne pas les évincer complètement. Et j'ai trouvé cela source d'inspiration énorme. Au niveau du ministère de l'Éducation, c'est exactement ce que nous avons fait justement. Et dans les discussions concernant personnes, ressources humaines contre robots, eh bien, il ne faut pas qu'il y ait une espèce d'atmosphère de crainte, mais où l'on perçoit les choses où les deux parties s'habilitent l'une l'autre ou s'autonomisent l'une l'autre. On en arrive aux quelques dernières minutes de cette discussion en panel, et là c'est à toute vitesse où vous avez quelques minutes ou quelques secondes de faire quelques remarques de conclusion, de réflexion. Je crois que nous devons également mettre l'accent plutôt sur les multijetons. On parle de concentration de puissance et de richesse. Mais à partir du moment où j'ai repris avec 20 milliards, j'ai 50 employés, eh bien, je crois qu'on peut faire un meilleur travail lorsqu'on veut accélérer l'innovation, tout en fournissant une chaîne de valeur plus harmonieuse. Je crois que c'est essentiel, surtout pour les pays émergents et les économies en développement. Pour l'industrie mobile, je crois que dans l'ensemble, on était la première industrie à s'engager par rapport aux ODD, et surtout l'ODD 17. Et bien pourquoi? Parce que nous avons cette espèce de phénomène qui existe, mais la moitié du monde n'est toujours pas connecté à Internet. Et notre vision est justement de connecter tout le monde à tout, mais de façon intelligente pour un meilleur avenir. Comment faire? Bon, il y a deux brèches qu'il va falloir combler. Tout d'abord la couverture générale, mais c'est surtout la brèche de l'utilisation, de l'usage. Et de quoi parle-t-on ici? Eh bien de compétences, de talents. Donc il faut toujours essayer d'exploiter les talents et les trouver. C'est pas très difficile cela. Ensuite, il y a l'abordabilité, où nous aurons besoin d'aide des pouvoirs publics avec les prix en spectre ou les taxes, les impôts, mais nous devons également diminuer les prix, les coûts, autant que faire se pourra d'un point de vue humain. Et puis ensuite, les PPP, les alliances
public-privé. Là, il y a vraiment absence de contenu local. Quelles sont les plus grandes barrières qui nous entravent? J'ai un téléphone portable, j'ai assez d'argent, mais finalement, je ne vois rien que... Je ne peux pas me permettre d'acheter tout cela. Et dans l'industrie mobile, main dans la main avec les partenaires de développement, eh bien, nous nous engageons sur cette voie et nous promettons d'y arriver. Il y a des donateurs qui nous aiguillonnent tous les jours et qui s'intéressent beaucoup à cela. Pourquoi investir et comment investir? Nous nous investissons en de nouveaux partenariats technologiques en Afrique surtout, ainsi que dans des... Nous aurons également quelques plaques tournantes ou quelques plateformes innovation technologiques. Et en fait, c'est là que les objectifs ou les objectifs de développement durable, eh bien, prennent tout leur sens. Revenir à tout ce qui est inédit, ingénieux. Je donne un exemple dans le droit fil des propos de mon cher collègue. Pour les ODD, en matière d'éducation, il nous manque 60 millions de personnes. Donc la technologie est critique là, par rapport à cette question et ce constat. Certains professeurs font tellement bien leur travail pour améliorer les résultats scolaires dans les pays en développement que nous commençons maintenant nous-mêmes à utiliser leur technologie dans nos propres écoles dans l'Occident. Et donc c'est une situation où tout le monde est gagnant et je vous encourage à vraiment en faire plus pour aller dans ce sens. Je crois que c'est un avenir vraiment très intéressant qui est plein de promesses et m'enthousiasme énormément parce qu'il y a énormément de possibilités. Et là, les partenariats s'avéreront vitaux. Il faudra permettre aux entrepreneurs et aux personnes en général, surtout les jeunes étudiants, il va falloir leur donner les capacités de réfléchir à un avenir autre, inédit, nouveau, et donc un environnement propice pour que cela puisse se faire. Par la même occasion, les gouvernements, les pouvoirs publics, le secteur privé doivent également forger des partenariats entre eux, parce que plus nous travaillerons ensemble, plus nous pourrons tirer les compétences, les exploiter et les extraire de toute cette richesse humaine. Je crois que le plus grand bienfait du développement main dans la main avec la technologie, eh bien, là, c'est de traiter les données de la bonne façon, de façon avisée, au-delà des simples sociétés et des pays, mais que les données permettent d'autonomiser, de donner du pouvoir à chaque individu. Et donc pour cela, il faut réfléchir de façon globale. Il s'agit d'un certain nombre de législations, de cadres, de technologies, de lois. Et si vous arrivez à créer une espèce d'architecture d'autonomisation par rapport aux données, eh bien c'est là que tout le monde aura accès à ces technologies et donc ce sera vraiment un monde merveilleux. Merci beaucoup, merci de vos propos et de cette discussion et merci à vous tous aussi.